Merci, monsieur le rapporteur. Nous entamons la discussion générale. Monsieur Paul Molac, vous avez la parole pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis 1 an et demi que je suis élu député, je défends sans relâche dans cet hémicycle l'idée d'une réforme de la décentralisation ambitieuse qui, pour moi, ne peut se concevoir que comme une régionalisation. Je ne suis d'ailleurs pas un farouche défenseur de la métropolisation. J'ai eu l'occasion de le dire à cette même tribune il y a 5 mois, même si le fait métropolitain ne doit pas être nié. Entre-temps, une crise importante a secoué ma région. Les revendications institutionnelles se sont faites plus pressantes, dont en premier lieu celle d'un besoin d'une réelle décentralisation. J'ai donc trouvé dans les récentes manifestations en Bretagne un soutien à cette aspiration décentralisatrice que j'exprime avec intensité, car elle est à mon avis à la base d'un nouveau contrat territorial, un contrat républicain qui doit être conclu entre le citoyen et le pouvoir politique. La crise qui frappe la Bretagne, d'abord sociale, mais c'est aussi une crise de confiance envers l'État centralisé. Il existe une vraie défiance sur sa capacité de comprendre et de régler les problèmes concrets des citoyens. Ce mouvement a surpris les commentateurs peu avertis des questions bretonnes, mais le mot d'ordre « vivre, travailler, décider au pays » fait depuis les années 70 consensus en Bretagne et est capable de rassembler au-delà des positions partisanes pour définir un avenir commun sur le même territoire d'appartenance, un territoire vécu, imaginé, parfois idéalisé, c'est vrai. Mais ces difficultés s'expliquent aussi par la montée d'un sentiment de relégation territoriale et sociale, tout particulièrement à l'ouest de la Bretagne, mais également dans de nombreux territoires ruraux en France. Ce sentiment de relégation sociale et territoriale a pu être renforcé par la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des moyens de développement autour des grosses agglomérations. La métropolisation peut avoir une logique implacable, celle des territoires vainqueurs et des territoires vaincus. Le positionnement fédéraliste que nous défendons intègre une revendication de renforcement des outils de péréquation fiscale et de solidarité à l'image de ce qui se passe dans les États fédéraux, où les régions riches participent au développement des régions pauvres. Le grand problème de la France d'aujourd'hui, c'est son incapacité à assurer une répartition équilibrée des activités, des services publics et des hommes. Les différences de dotation de richesse sont la vraie cause de la désunion française. Si l'État doit plus que jamais retrouver son rôle de garant de l'égalité des territoires et de la justice sociale, la sortie de crise impose aussi de libérer les capacités d'initiative régionale et locale. Il s'agit d'aboutir à une relocalisation de l'économie, intégrant la dimension écologique et refusant la mise en concurrence libérale entre territoires dans laquelle pourrait s'inscrire la métropolisation. Seules les régions chargées de l'aménagement équilibré du territoire sont à même de faire échec à ce sentiment de relégation. Le développement des métropoles doit se faire dans le cadre des schémas régionaux d'aménagement du territoire. En effet, les régions reconnaissent le fait métropolitain et le rôle de moteur économique de ces territoires que pourront exercer les futures métropoles, mais l'enjeu est de trouver les bonnes complémentarités pour que les métropoles puissent tirer vers le haut l'ensemble du territoire grâce à des régions stratèges et fédératrices. Et ainsi, les métropoles joueront tout leur rôle de locomotive de l'ensemble du territoire régional. C'est pourquoi nous avons accueilli avec une grande satisfaction la suppression par notre commission de l'obligation de la prise en compte par les régions de la stratégie de développement économique et d'innovation arrêtée par les métropoles. Nous voterons donc contre l'amendement de rétablissement du gouvernement. Les régions doivent rester chefs de file en matière de développement économique et de soutien à l'innovation sur l'ensemble de leur territoire. Le fait métropolitain doit permettre d'organiser des fonctions essentielles d'activité économique, tandis que le fait régional doit assurer une juste répartition des richesses et des services publics. Ce que nous défendons, c'est bien que ces fonctions métropolitaines doivent servir l'ensemble du territoire et que toutes les collectivités doivent tirer dans le même sens. C'est pourquoi nous accueillons favorablement la réactivation des pays sous la forme de nouveaux pôles territoriaux d'équilibre. Ils constitueront un socle structurant pour l'aménagement du territoire par les régions. Cela permettra de mieux faire coïncider les bassins de vie avec les structures politiques. C'est dans cette logique d'adéquation des administrations politiques et des territoires vécus que nous avons déposé des amendements facilitant le redécoupage territorial.
Nous aurons l'occasion d'y revenir largement lors de la discussion. Par ailleurs, la création d'un statut de collectivité particulière aujourd'hui pour Lyon, dans un avenir proche pour Paris et Marseille, continue de nous interroger. La question, et je l'ai maintes fois entendue en Bretagne, c'est pourquoi la région ne sont-elles pas considérées comme majeures et prêtes à relever ces mêmes défis et à se doter elles-mêmes d'un statut ou à se voir dotées d'un statut particulier. Car ce qui est rendu possible pour Lyon doit l'être pour la Bretagne, voire le Pays basque ou l'Alsace, là où des expressions citoyennes et politiques fortes se sont exprimées. Nous regrettons que rien n'ait été proposé pour faire reconnaître le principe de différenciation en permettant de créer des collectivités locales à statut particulier afin d'exercer des compétences spécifiques de façon pérenne et sécurisée sur le plan juridique. Par ailleurs, il y a également un énorme effort de transparence et de démocratie à réaliser au sein de notre architecture. Comment comprendre que des institutions telles que les métropoles, aussi puissantes et maniant des budgets colossaux, ne soient pas soumises au même principe de contrôle démocratique que les autres collectivités territoriales ? L'accumulation de couches au pouvoir important, mais sans légitimité démocratique suffisante, est un mauvais signal. Nous nous félicitons vivement d'avoir été entendus sur ce sujet par le gouvernement et nous le remercions pour son écoute. Ainsi, Madame la Ministre avait introduit par un amendement en séance la promesse d'une élection des membres du Conseil métropolitain au suffrage universel direct à l'horizon de 2020. Cet amendement précisait que le nombre de conseillers métropolitains élus au suffrage universel direct était au minimum équivalent au nombre de représentants des communes. Néanmoins, la dernière version réintroduite en commission des lois inverse la logique de l'amendement gouvernemental. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement pour revenir à la version initiale. Dès lors qu'un suffrage universel direct est instauré, il semble important que la liste qui a eu la préférence des citoyens puisse avoir une majorité pour mettre en place le projet métropolitain. Nous accueillons cependant très favorablement l'inscription dans cette loi des possibilités de délégation de compétences de la part de l'État aux collectivités territoriales en ayant fait la demande, dans tout domaine que ce soit, sauf évidemment les domaines régaliens. Si l'on en croit le pacte d'avenir pour la Bretagne, notre région pourrait être pilote en ce qui concerne la politique de l'eau, la culture, l'audiovisuel, au demeurant des demandes récurrentes de la part de la région Bretagne. Toutefois, délégation n'est pas transfert et c'est à ça que l'on peut juger une loi si elle est de décentralisation ou pas. À 3 jours de la signature du pacte d'avenir pour la Bretagne, espérons que le gouvernement aura entendu la nécessité d'un véritable acte 3 de la décentralisation. Le futur président de la République, dans son discours de Dijon, estimait qu'il fallait accepter la diversité territoriale et faire que les régions puissent disposer d'un pouvoir réglementaire leur permettant d'adapter la loi nationale aux réalités du territoire. Donc nous avons bien entendu le président, qui est maintenant président de la République. Nous avons entendu des conseils de prudence s'agissant de ces demandes de transfert. L'expérience a pourtant montré qu'avec le transfert de compétences à la région, ça marchait et ça marchait bien. Je veux bien évidemment parler de la gestion des trains express régionaux, des lycées ou encore de la formation professionnelle qui donne toute satisfaction. Les résultats sont les mêmes concernant la gestion des fonds européens. La région Alsace les gère directement depuis des années et l'expérimentation est concluante. C'est pourquoi nous nous félicitons que soit prévu dans ce projet de loi un début de régionalisation de la gestion des fonds européens. Toutes ces expériences ont au final donné satisfaction. C'est sur ces constats d'objectifs que s'appuie notre conviction que décentraliser, c'est aujourd'hui régionaliser, c'est aujourd'hui également mieux administrer les citoyens. La décentralisation n'est pas encore aboutie. Elle pourrait se poursuivre dès l'année prochaine, je l'espère de tous mes vœux, car après avoir sanctuarisé les métropoles, il nous faut renforcer le pouvoir de nos régions afin que s'estompe ce sentiment de relégation territoriale qui imprègne aujourd'hui bon nombre de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thierry Braillard.